Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être ici à La Villette pour cette édition spéciale des rendez-vous littéraires rue Cambon qui exceptionnellement se délocalise à La Villette pour le festival Mot pour Mot. Alors cette discussion, on a décidé de l'axer autour de deux thèmes, la création et la transmission. Et pour cela, nous sommes en compagnie de deux autrices. Tout d'abord, Sarah Chiche. Sarah Chiche, vous êtes écrivaine, psychologue clinicienne et psychiatre. Vous avez écrit 5 romans, dont Les Enténébrés, Saturne et Les Alchimies, qui ont paru au Seuil cet automne, en 2023. Vos livres sont marqués par des thèmes récurrents, notamment la médecine, le deuil, et puis aussi un certain attrait pour les gouffres. Et on retrouve ces thèmes dans Les Alchimies, un roman foisonnant, presque baroque, où il est notamment question, pour résumer vraiment très succinctement, de la quête obsessionnelle du crâne du peintre Goya par des médecins aux liens sentimentaux assez complexes. Voilà, je résume vraiment très succinctement. Avec nous également Aurélie Lacroix. Alors vous avez également publié votre premier roman à l'automne, en 2023 aussi, et ce, après avoir longtemps travaillé dans le milieu de l'édition. Ce premier roman porte pour titre L'unique objet de mon regard. Il a apparu aux éditions Cambourakis, et il s'agit de l'histoire d'un amour fou entre deux femmes qui rend littéralement folle de chagrin la narratrice. Et entre vos deux livres, Sarah et Aurélie, il y a des ponts, des passerelles qui nous ont donné envie de vous faire dialoguer dans le cadre de cette rencontre autour, donc, comme je l'ai dit, de la question de la transmission. Une question qui se trouve notamment au cœur des rendez-vous littéraires rue Cambon, créés par la Maison Chanel, par Virginie Viard, directrice artistique des collections mode, et par vous-même, Charlotte Casiraghi. Charlotte, je vous présente aussi très rapidement. Vous êtes ambassadrice et porte-parole de Chanel. Vous avez été très proche de Karl Lagerfeld, avec qui vous partagez une passion pour la littérature, et vous êtes aussi présidente des rencontres philosophiques de Monaco. Et si vous en êtes d'accord, chère Charlotte, je vais vous laisser le soin de présenter les rendez-vous littéraires rue Cambon. Merci Elisabeth. Alors c'est vrai que les rendez-vous littéraires rue Cambon, c'était une manière de rendre hommage à l'immense culture littéraire de Gabriel Chanel et de Karl Lagerfeld, parce qu'il ne faut pas oublier que ça a joué, la littérature a eu un rôle très important dans leur vie et a été une immense source d'inspiration. Mais c'était quelque chose qui était plutôt réservé dans un territoire plus intime et dont ils ne parlaient pas forcément. Enfin, un petit peu comme ça, mais vraiment, ça, c'est quelque chose qui a été un petit peu le moteur dans la création de ces rendez-vous littéraires. Et l'idée, tout de suite, ça a été quand même pas du tout de faire une opération marketing. Chanel se lance dans la littérature. Non, vraiment, c'était l'idée de pas créer un événement, mais de construire sur l'année des rencontres avec un travail en profondeur autour de grandes écrivaines contemporaines, mais aussi de primo-romancières à travers le podcast qu'on a développé. Et puis maintenant, un prix littéraire où nous sommes associés avec le Nouvel Obs. Donc vraiment, l'idée, c'était de créer ce lien en profondeur autour de la question de l'émancipation féminine. Et voilà, c'est important pour moi de le dire, il y a une vraie exigence dans ces rendez-vous, un travail de recherche, d'écriture, et qui fait que, voilà, je pense que avec le temps, ces rendez-vous ont construit leur légitimité et où on a peut-être perçu que Chanel était au service de la littérature et de la promotion de la littérature grâce à son pouvoir de communication et de diffusion. Oui, peut-être on peut citer quelques écrivaines que vous avez reçues au cours de ces rendez-vous. Je pense à Chantal Thomas, Camille Laurence, Jeanette Winterson aussi, si je ne m'abuse. Oui, on a fait une très belle rencontre à New York avec Sirius Vet. On a eu aussi Rachel Cusk il n'y a pas longtemps. Sarah aussi, nous avions fait une rencontre toutes les deux sur la figure de Lou Andréas Salomé, qui nous tient très à cœur. Et j'en garde un merveilleux souvenir parce que ça a été le premier rendez-vous littéraire qu'on a fait avec Chanel. Merci beaucoup Charlotte. Et Charlotte Casiraghi vient d'annoncer, l'air de rien, un scoop en avant-première, la création de ce prix, effectivement, du Nouvel Obs, avec le soutien de la Maison Chanel, qui visera donc à récompenser une primo-romancière et à l'accompagner dans l'écriture de son second roman. Et cette rencontre, donc voilà, on a annoncé ce prix, et le jury donc sera notamment composé de vous, Charlotte Casiraghi, et de Sarah Chiche. Voilà, vous savez tout, et c'est un scoop. Alors parmi les thèmes donc, que nous souhaitons creuser au cours de cette discussion,
il y a évidemment le thème de la transmission et j'avais envie de commencer par le commencement avec l'idée du premier roman, en fait, en me posant cette question, qu'est-ce qui pousse un jour à se lancer dans cette aventure, à se dire là, ça y est, maintenant, j'écris. Je franchis le pas, je passe le cap, j'écris un premier roman. Et cette question, évidemment, je vous la pose à vous en premier lieu, Aurélie. Je le disais, vous avez longtemps travaillé dans le milieu d'édition. Qu'est-ce qui, soudain, et peut-être pas du tout de façon soudaine, a fait que vous avez dit, ça y est, maintenant j'écris, je suis prête à passer de l'autre côté, vous qui aviez parlé des livres des autres, à vous mettre à écrire votre propre livre? Bonsoir à tous. Bonjour, je dis bonsoir comme si c'était la nuit. Effectivement, je rebondis sur le mot soudain. Ça n'a pas été si soudain que ça. Parce que c'est une histoire finalement assez ancienne. Ça remonte, je pense, à mon adolescence où j'écrivais, où il était assez évident que c'est ce que je ferais comme ça de ma vie. Et puis, comme toutes les choses qu'on prévoit, ça se passe pas toujours comme ça. Donc j'avais écrit une nouvelle que mes parents m'avaient poussée à envoyer à un concours de nouvelles et j'ai gagné le premier prix à l'unanimité. Donc ça a renforcé pour moi l'idée que c'était ma voie. Et donc ça s'est pas du tout passé comme ça. Je me suis retrouvée, je crois, tout simplement confrontée au fait que je n'avais pas vraiment d'histoire à raconter. Donc j'ai fait un peu le deuil d'un premier roman à 20 ou 25 ans et je crois que ça a eu beaucoup d'importance parce que j'ai beaucoup écrit dans ma tête avant d'écrire réellement, avec le fait de me dire que de toute façon j'y reviendrai, c'était évident, un jour j'écrirai. Et donc j'ai beaucoup regardé le monde avec ce qui a dû forcément déclencher chez moi une espèce d'acuité. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vécu. Et puis à un moment donné, ça s'est plus imposé. Je me suis dit, tu peux plus vivre comme ça. Je crois que c'était quand j'ai eu 37 ans. Je me suis dit, donc il s'était quand même passé 20 ans entre cette nouvelle à 17 ans. Je me suis dit, tu ne peux plus vivre. Il faut que tu te confrontes au fait, en fait, de savoir si tu es capable d'écrire un vrai texte avec un début, une fin et un milieu potentiellement. Et c'est vrai que là, il y a eu comme une espèce de nécessité. Ça s'est vraiment imposé. Alors, il y a eu une phrase. Il y avait ce projet. Alors finalement, moi, ça a été plus évident pour moi de me mettre à l'écriture pour répondre à cette question à partir du moment où j'ai quitté l'édition. Comme si, en fait, je m'étais aussi autorisée d'avoir cette place. Et il y a eu une phrase d'Hervé Guibert que j'ai vue un soir sur un grand écran dans un théâtre, puisque c'était une lecture de Fou de Vincent, et qui disait « Qu'est-ce que c'était un amour, une obsession érotique ou une de mes inventions ?» Et là, en fait, je me suis dit, il y a deux choses qui se sont rejointes, cette envie d'écrire en se disant c'est le moment, et puis après, il y avait sur quoi je vais écrire, et ça s'est vraiment imposé que j'avais de la matière intime, j'avais une histoire que j'avais vécue qui était suffisamment romanesque pour ne pas aller chercher d'autres matières, qui était suffisamment complexe pour devenir un véritable challenge littéraire, et donc j'ai vu, le fait de pouvoir finalement tout réunir et je me suis dit c'est maintenant, c'est le moment et avec un espèce de côté comme ça très radical, j'ai tout arrêté pour écrire. Oui, vous avez complètement changé de vie et c'était vraiment pour écrire, ça s'est fait dans ce sens-là. En fait, ça s'est pas vraiment fait dans ce sens-là, mais je pense qu'en souterrain, c'était ça. Sarah Chiche, je l'ai dit, vous avez plusieurs livres déjà derrière vous, donc c'est l'écrivaine expérimentée qui nous parle. Est-ce que malgré tout, vous vous souvenez de l'impulsion qui vous a conduite, vous aussi, à écrire, à passer à l'écriture de votre premier roman, L'Inachevé, c'était en 2008, je crois? Oui, au fond, le geste d'écriture, le souhait de lier sa vie à l'écriture était là depuis l'enfance, je dirais vers l'âge de 9 ans. Ça, je m'en souviens très très bien. Simplement, voilà, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Et puis parfois, on se retrouve parachuté dans une famille où l'écriture n'est pas du tout au centre de la vie des autres. Donc, on ne comprend pas très bien. Écrire, c'est pas un métier, c'est pas très utile. Donc, on courbe l'échine, on se soumet. On se dit, vous verrez un jour, vous verrez. Hein. Et puis le temps passe. J'ai envoyé un tout premier roman quand j'avais 24 ans à une trentaine de maisons d'édition. Silence total ou quelques lettres types. Donc c'est très blessant. Et puis les années passent, on vit, on croit mourir, on renaît à la vie. Et puis au sortir de ça, j'ai écrit donc un deuxième texte. Je me souviens très bien, j'étais dans une rue du 11e arrondissement le jour où je me suis dit, maintenant ça suffit de rêver ta vie les yeux grands ouverts.
tu vas passer à l'acte. Et donc c'est ça, on quitte tout pour écrire. C'est un grand départ, c'est le saut dans le vide. Je me souviens très bien m'être enfermée chez moi pendant des mois et c'est pas la posture romantique, parce qu'il conviendrait de dire que ça se passe comme ça, mais en gros ça se passe comme ça. Vous vous lavez à peine, vous bouffez à peine et vous ne faites que ça, parce que vous savez que vous devez le faire. Vous savez pas où ça va vous mener. Puis bon, un jour, il se trouve que voilà, je me souviens, vendredi soir pluvieux, une voix au téléphone me dit « J'ai reçu votre manuscrit et je voudrais qu'on se rencontre ». C'était Martine Boutan, à l'époque, édition Grasset. Et donc là, c'est la fin de quelque chose, mais le début de quelque chose aussi, parce que c'est une joie pure, mais c'est aussi une sacrée école de l'humilité. C'est les refus qui forment justement à cette humilité ou c'est... Il y a plein de choses qui forment. Oui, les refus, et puis après, une fois que c'est accepté, évidemment, vous avez l'impression d'avoir accompli un geste incroyable, mais vous ne savez pas quelle va être la réception, si tant est qu'il y en ait une ou que ça tombe dans le silence. Ce tout premier roman, aujourd'hui, je le trouve absolument médiocre. Mais bon, fallait bien commencer par quelque chose. Vous êtes déjà relu ? Vous avez relu ce premier roman ? Oui, avec beaucoup de difficultés. En fait, ça me blesse à l'intérieur de la peau. Ma nullité me fait mal. Mais bon, fallait bien commencer. On entend, il y a quelque chose de très radical chez vous deux dans ce passage à l'acte. Charlotte Casiraghi, est-ce que écrire vous a déjà effleuré l'esprit ? Est-ce que vous seriez prête, vous aussi, à changer complètement de vie pour passer à l'écriture ? Alors, je ne sais pas si c'est dans cette radicalité-là, mais c'est vrai que l'écriture, je partage ça avec Sarah, depuis très jeune, a occupé une place très importante dans ma vie intime. Et donc, j'ai toujours écrit sans forcément dans l'idée de publier un livre. Et puis, j'ai déjà quand même fait un livre avec Robert Maggiori, qui était mon professeur en terminale, édité au Seuil. Et puis, j'ai souvent écrit aussi des textes, des articles. Donc, oui, ça fait partie de ma vie. Après, tout quitter pour écrire, je ne sais pas pour l'instant. Et je le disais en introduction, ça nous a frappé en fait toutes les passerelles qui existent entre vos deux livres, Sarah et Aurélie. Charlotte, je voulais juste avoir votre point de vue de lectrice sur ces deux romans qui sont très différents, mais malgré tout qui ont certains thèmes en commun. Oui, alors c'est toujours difficile de parler d'un livre à côté des auteurs parce que je trouve ça très difficile de rendre justice à une impression de lecture en quelques phrases. Mais je dirais que pour moi, les alchimies de Sarah, il y a vraiment, c'est pas un mystère, le mot le dit, et je l'ai déjà dit à Sarah, mais quelque chose de très baudelairien, et j'ai une immense passion pour Baudelaire, donc c'est vrai que ce livre, j'ai trouvé que l'écriture de Sarah était dans une telle précision et une sensualité à la fois que j'ai trouvé magnifique. Et puis je pense à ce mot des catacombes qui est très important, puisqu'il y a une scène, plusieurs moments très importants dans le livre, et c'est vraiment ce voyage dans les souterrains de la mémoire qui, je pense, anime aussi l'écriture de Sarah et qui me touche moi particulièrement. C'est vraiment rentrer dans ces profondeurs-là et avec ce que ça peut entraîner aussi de douleur et de difficultés. Mais voilà, il y a ce côté parfois un petit peu macabre dans les alchimies, mais il y a aussi de la splendeur et c'est ça qui est très fort. Et puis le livre d'Aurélie, je trouve que ça peut sembler très facile d'écrire à la première personne sur une passion amoureuse et de se lâcher, de raconter son histoire, mais c'est extrêmement difficile. C'est un exercice, je pense, qui peut avoir de nombreux écueils et comment trier dans les souvenirs, comment savoir ce qu'on peut raconter. Enfin, je pense à Passion simple d'Annie Ernaux, qui est d'une immense simplicité, mais c'est un tour de force parce que ce qui va être sélectionné dans le détail des souvenirs, dans des moments pour pouvoir rendre compte de cette déflagration, de la passion, de cette manière d'être complètement aveuglé, comment ne pas l'être en l'écrivant. Donc je trouve que c'est très très bien réussi de ce point de vue-là. Et puis aussi, de manière très simple, l'écriture est thérapeutique. Enfin, je veux dire, il y a une dimension thérapeutique dans l'écriture, dans le geste d'écrire, et je trouve que ça rend aussi hommage à cette vertu de l'écriture. Donc voilà, c'est ce que j'en dirais.
Charlotte a parlé de Baudelaire, vous avez cité également Annie Ernaux. Je pensais à tous ces écrivains qui prodiguent des conseils aux jeunes auteurs. On peut penser évidemment à Rilke, mais on peut penser à Hemingway. Enfin, il y en a quasiment tous les écrivains un peu installés ont donné leurs propres conseils aux jeunes littérateurs. Est-ce que vous, pour l'écriture de votre premier roman, et vous aussi Sarah, quand vous êtes lancée dans l'écriture, est-ce que vous étiez en quête de conseils d'aînés ou en tout cas en quête de modèles, ou est-ce qu'au contraire, toujours dans cette forme de radicalité, vous êtes dit non, je fais table rase et pour essayer de trouver ma propre voie? Moi, j'étais pas nécessairement en quête, mais en même temps, c'est un texte où je fais référence à tellement de gens qui m'ont aidé par ailleurs à penser, à vivre le monde, à essayer de mettre du sens où là, il y en avait pas nécessairement. Mais c'est vrai que Joan Didion est une autrice très importante pour moi. Et au tout début de l'écriture de ce texte, j'ai vu un documentaire sur elle qui s'appelle « Le centre ne tiendra pas » en français, et où elle disait « Le livre s'écrit en écrivant ». Et alors moi, je trouvais ça absolument magique, mais je me disais c'est impossible. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, quelque part, elle m'a un peu guidée, ouvert la voie comme ça. Et j'ai lu aussi L'année de la pensée magique, qui était le seul texte, étrangement, que je n'avais pas lu de Joan Didion au moment où je me suis mis à écrire. Et je m'étais refusée à lire Passion simple, que je n'avais pas lu, et j'ai craqué. Je l'ai quand même lu à la fin, avant de terminer ce texte. Et donc, si je devais, moi, donner un conseil, ce serait, je crois qu'il faut tenter, parce que c'est toujours des tentatives, d'écrire le livre qu'on aimerait lire. Parce que je pense qu'en fait, tous les gens qui écrivent sont des lecteurs avant tout. Donc, c'est ça que je dirais. Vous êtes d'accord avec ça, Sarah ? Oh oui, je crois que pour écrire, il faut avant tout être une lectrice ou un lecteur, avec ce paradoxe qu'à un moment donné, il va falloir cesser de lire, parce que quand on est hanté par des modèles écrasants, bon, pour moi, c'était Fernando Pessoa, Robert Musil, Thomas Bernhard, toute la précision de la phrase de Flaubert, ou le lyrisme magnifique de Pierre Michon, si on pense trop à ça, on ne peut pas passer à l'acte. On est inhibé. Savoir, par exemple, dans le livre de l'intranquillité, quand Pessoa considère que ce qu'il nous a livré, c'est là le visage du pire et de pauvres petits mots, voilà, ça condamne à l'inhibition. Donc, je crois qu'à un moment donné, en effet, il faut y aller. Faut y aller et advienne que pourra, et surtout ne pas chercher à écrire pour plaire, ça c'est très très dur, à cocher les cases de quelque chose qui pourrait plaire peut-être à l'époque ou à certains lecteurs, etc. Si on fait ça, on prend le risque de se planter et puis de passer à côté du noyau de ce qui nous constitue et de la grande énigme de l'écriture. Oui. Donc je dirais, mon conseil, c'est endurer cette solitude. Ces moments de solitude-là, ils sont absolument essentiels. Endurer les moments où, voilà, les jours, les semaines où on est face à son ordinateur ou son cahier, ça dépend comment on écrit, puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Puis il faut traverser ça. Et puis à un moment donné, ça reviendra. Alors justement, dans ces moments où il n'y a rien, est-ce que vous allez chercher l'inspiration ailleurs ? Je pose cette question parce que parmi les thèmes communs à vos deux romans, il y a la place de l'art qui est vraiment prépondérante. Chez vous, Sarah Chiche, c'est cette figure de Francesco Goya qui est omniprésente, donc le père de la narratrice. La narratrice est donc médecin légiste et son père était passionné de Francesco Goya. Il lui a consacré un livre, une monographie, et avec son meilleur ami, il s'est mis en quête du crâne de Francesco Goya. Ça, c'est une histoire vraie. Ce crâne a disparu et ça fait partie des plus grands mystères de l'histoire de l'art. Qu'est-il advenu à ce crâne de Francesco Goya ? Donc ça, c'est une figure qui est extrêmement présente. Et chez vous, Aurélie Lacroix, tout le livre est scandé par des références à l'art. Vous avez évoqué Joan Didion, donc là, écrivaine américaine, mais vous faites également référence à Boltanski, l'artiste contemporain décédé il y a peu de temps, à Sophie Calle, à David Lynch, enfin. Et à chaque fois, l'art, c'est comme des petites pierres qui viennent illuminer le parcours sombre et la chute en fait dans laquelle se retrouve la narratrice. Donc l'art a des vertus différentes chez l'une et chez l'autre, mais est-ce que vous, puisqu'on a commencé à parler du processus créatif et du processus d'écriture, donc on a bien compris, à un moment il faut arrêter de lire, il faut essayer de trouver sa propre voie, mais est-ce que justement vous allez puiser dans d'autres champs artistiques, la peinture peut-être pour vous, Sarah, le cinéma, l'art, est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous ? Et une aide à l'écriture?
C'est vrai que l'art contemporain, c'est très important pour moi parce que c'est une autre manière de convoquer le récit, je crois. Et il y a sûrement en fait une scène dans ce texte qui s'est imposée, qui a dû guider quelque part toutes les autres et peut-être mettre en place cette énorme en fait constellation entre les disciplines. C'est donc une scène qui se passe dans une œuvre d'art contemporain, une œuvre immatérielle, éphémère, puisque c'est une œuvre d'Anne-Veronica Jensen qui s'appelle Mouka en verre. Et c'est une scène dans laquelle une des deux protagonistes disparaît, alors que moins d'un mètre les sépare. Et donc, voilà, ça me semblait une incroyable aussi métaphore de cette relation qui s'installe sur 15 ans. Et l'art contemporain a été un marqueur aussi dans cette histoire, puisque je crois que c'est le lieu, quelque part, puisque c'est une relation assez complexe à plein d'égards, et c'est aussi une relation d'amour à distance, donc avec une absence comme ça de lieu où se retrouver à l'une et à l'autre. Et donc c'est sûrement disons que c'est beaucoup un terrain de jeu, en fait. Et c'était, pour moi, l'art contemporain, c'était vraiment aussi un moyen, à travers toutes ces œuvres, ces installations, qu'elles vivent ensemble, de retracer, en fait, l'histoire. Et c'est vrai que des histoires d'amour comme ça, et puis il y avait toute cette constellation autour. Et quand je me suis mis à l'écriture, il y avait donc il y avait cette première scène qui était comme ça, une certitude qui a sûrement guidé les autres. Et il y avait deux choses qui se sont vraiment imposées. La première, c'était de trouver une structure non linéaire pour raconter 15 ans de souvenirs. Et puis la deuxième, c'était de convoquer l'art, tout simplement parce que c'est mon rapport au monde, c'est mon rapport à l'art. C'est vrai que tous ces gens qui m'ont aidée à penser, je pense que ce que font les artistes, donc pas que les auteurs, les artistes au sens large, c'est essayer de trouver le sens. Alors je sais pas s'ils y arrivent, mais cette quête-là, moi, c'est ce qui m'intéresse. Et donc voilà, c'est ce qui fait écho chez moi. Donc je ne pouvais pas écrire un premier texte. Finalement, là, c'était très proche parce que c'était aussi très proche par rapport à mon intimité. Mais je pense que j'aurais écrit un autre récit, l'art aurait été quand même là. Parce que c'est pas rendre grâce ou être dans le sillage, c'est comme ça. Moi, je chemine avec eux depuis que je suis enfant. L'art, c'est des récits. Une œuvre d'art contemporain, c'est un récit. Un film, c'est un récit. Il y a des tas de choses qui sont des récits. Il n'y a pas que les mots qui apportent du récit. Et pour vous, Sarah, la présence de Goya dans les alchimies, est-ce que, de toute façon, déjà, il y avait Saturne, on entendait aussi, évidemment, il était déjà là. Est-ce que c'est seulement Goya ou est-ce que c'est la peinture en général, l'art en général, qui vient aussi nourrir votre travail d'écrivaine ? Bien, je me suis rendu compte que j'étais très visuelle. Donc, quand un livre commence, au fond, ça commence par une scène que je vais voir en arrière de mes yeux. Et avant même qu'elle s'écrive, je la vois, je dirais quasiment, je l'hallucine. Et c'est à partir de cette première image fondatrice que quelque chose ensuite va se former. Pour Goya, oui, j'étais obsédée par le fait qu'en une vie, il avait eu 1000 vies. D'abord peintre de cour, ensuite génie, dénonciateur des vices de son temps. Et j'avais hyper envie de raconter quelque chose autour de cela. Seulement, voilà, il y avait déjà eu plein de romans historiques sur Goya, donc c'est là qu'est venue l'idée de quelque chose de très visuel aussi autour de la médecine légale et de la disparition du crâne. Naturellement, pour écrire ce livre, je m'étais, entre plein d'autres choses, mise au défi de cacher plein de tableaux dans le roman, de sorte que il y a des tableaux de Goya qui sont explicitement nommés, mais d'autres pas du tout. En fait, les personnages, aussi bien Camille que ses parents et son parrain, s'installent dans des tableaux de Goya qui sont cachés et qu'on peut reconnaître ou pas. C'est une sorte de jeu de piste. Donc oui, je dirais qu'à chaque livre, il y a un univers visuel, pictural, très très précis. Par exemple, pour Les Enténébrés, c'était tout à fait autre chose. C'était des tableaux vus au musée d'art et d'histoire de Vienne. C'était aussi de la musique de Schubert. C'était les films de Michael Haneke. C'était un tout autre territoire. Donc, à chaque fois, il y a je procède à des sortes d'installations où effectivement, j'ai tout un tas d'images autour de moi pendant que j'écris.
Et est-ce que ça modifie votre écriture? Parce que c'est très sensible dans les alchimies et je ne sais pas si la scène visuelle qui s'est imposée à vous, c'est celle qui ouvre le roman. Je vous laisse vraiment le lire si vous ne l'avez pas lu, mais on est vraiment face à un tableau de Goya, enfin, avec des morceaux de corps, etc. Oui. Enfin, on va pas s'apesantir dessus parce que la vision est assez forte, assez dure aussi. Mais est-ce que vous sentez votre écriture presque devenir peinture de Goya, enfin devenir une sorte de traduction littéraire de la peinture de Goya? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça une forme d'osmose? C'est ça, il y a une osmose avec en même temps la certitude. Quand je regarde un tableau ou quand je regarde un film, à chaque fois, je suis frappée par le fait qu'il y a une totalité dans l'image. Et cette totalité, l'écriture ne pourra, si précise soit-elle, on n'est jamais à la hauteur de cette totalité-là. Donc il y a toujours une déperdition, il y a toujours des blancs entre les mots. Et il faut faire avec cette impuissance-là. Mais naturellement, comme vous le dites, voilà, aussi bien la première scène du livre, c'est une gravure de Goya. C'est une allusion au désastre de la guerre de Goya, transfigurée dans quelque chose que nous avons pu vivre dans la société française, quelque chose de très contemporain, oui. Et c'est formidable parce qu'en tant que lecteur ou lectrice, on voit, enfin, vous nous ouvrez les yeux et le regard est très présent. On est face à ces scènes. Est-ce que vous, Charlotte, en tant que lectrice, vous cherchez ça aussi dans les livres et notamment dans les romans, une sorte d'ouverture sur d'autres mondes, d'autres territoires et d'autres champs artistiques aussi? Oui, alors je dirais peut-être que la première chose que je vais chercher dans un roman, dans une écriture littéraire, c'est une voix, c'est un souffle avant toute chose. C'est pas de me dire, tiens, je vais découvrir tel ou tel, pour augmenter mes connaissances en soi. Mais de toutes les façons, un livre est une manière d'élargir son regard. Et donc, l'auteur est toujours traversé par d'autres regards qui élargissent aussi le sien. Donc c'est toutes ces couches en fait d'inspiration et de découverte qui, je pense, élargissent notre propre regard. Et c'est peut-être cet élargissement-là qu'on cherche dans une œuvre d'art ou dans un roman. Qu'on cherche et qu'on trouve vraiment, moi je trouve, dans ces deux livres, on a vraiment l'impression d'une déambulation, alors très différente dans l'un et l'autre, une déambulation à travers des œuvres, à travers des vies, bien sûr, celles de vos personnages, mais aussi les œuvres que vous convoquez, que vous citez. Mais je le disais, c'est pas le même rapport à l'art qui s'exprime dans vos textes. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai eue. Vous me direz si vous partagez cette impression. Mais pour la narratrice de votre livre, Aurélie, il y a quelque chose de l'ordre de la consolation dans l'œuvre d'art, puisque cette narratrice, donc après ces 15 ans d'amour très compliquée avec celle qu'elle appelle E, de l'initiale E, finit dans une clinique psychiatrique, ne veut plus vivre. Et l'art, le fait de convoquer ces images et ces œuvres d'art, c'est une façon de se rattacher à la vie, finalement. Donc, il y a vraiment une idée de consolation dans l'art. Alors que chez vous, Sarah, la quête de vos personnages, notamment donc de ces deux médecins pour leur quête du crâne de Goya, mais aussi de l'œuvre de Goya, est beaucoup plus sombre. Ils vont se perdre aussi, d'une certaine manière, dans cette quête. Pour moi, ça pose une question très importante de ce qu'on va chercher quand on lit, quand on se confronte à une œuvre d'art. Est-ce qu'on va y chercher une forme de consolation? Ou au contraire, alors qu'on fête le centenaire de la mort de Kafka, on va chercher quelque chose qui nous mord, on va chercher la hache qui brise la mer gelée en nous, pour reprendre cette expression bien célèbre de Franz Kafka. Je voulais savoir si le rôle que vous donnez à l'art dans vos livres reflète le rôle que vous lui prêtez, vous, en tant qu'autrice. Soit un rôle consolatoire, soit au contraire un rôle un peu plus ténébreux. Je pense que j'ai longtemps cherché dans l'art quelque chose qui, pas forcément un effet miroir, mais une manière de répondre à des questions que je me posais, d'y mettre du sens, et donc peut-être à me protéger. On passe son temps dès l'enfance à se raconter aussi beaucoup d'histoires, en fait. Finalement, en théorie, on ne sait pas trop pourquoi on est là, on ne sait même pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc, il faut être quand même solide pour continuer. Donc, c'est vrai que je pense que c'est une manière aussi de continuer à déployer son imagination. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça de la reconnaissance. C'est des familles, c'est des points d'ancrage. Et voilà, mais c'est pas si évident pour moi de répondre à cette question parce que ça fait tellement partie de ma vie. Alors, ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans l'art, autre que le récit que peut générer une œuvre, c'est un rapport à la beauté. Donc c'est effectivement quelque chose de très visuel, la beauté étant totalement aléatoire. Déjà, c'est le cas dans la beauté physique, mais oui, c'est ce rapport à l'esthétique très fort. Donc, il y a quelque chose, peut-être plus de l'émerveillement que de la consolation, en fait. Et c'est cet émerveillement qui me console, sûrement, quand la vie paraît trop dure.
Et pour vous, Sarah, parce que c'est plus ambigu peut-être que ce que je dis, le rapport notamment des personnages à Goya, parce qu'il y a aussi des moments où on sent que Goya est une source de lumière pour eux. J'aime beaucoup ce mot d'émerveillement auquel je souscris en tout point, en tout cas pour les personnages des alchimies. Il est vrai qu'ils s'élancent tout extasiés vers les grands soleils de la connaissance. Ils sont obsédés par le devenir du crâne de Goya, ils sont obsédés par sa peinture, l'origine de son génie, mais ce n'est pas pour autant ce qui va les consoler ou les rendre heureux dans leur existence. Je voulais montrer comment se frotter à l'art, c'est aussi peut-être prendre le risque de ne même plus être au bord. Bon là, je vais être odieusement duracienne, mais j'allais dire d'être dans un trou, quoi. Et voilà, et qu'est-ce qu'on fait du néant dans lequel ça nous plonge? Alors, il y a un très grand paradoxe là-dedans, parce qu'il y a des tableaux et il y a des livres, et il y a des films qui nous prennent dans les bras mieux que ne le ferait un parent. Ça, c'est certain, c'est absolument certain. Et quand on les croise sur notre route, c'est assez merveilleux. Et en même temps, parfois, on lit certaines choses ou on voit certaines choses qui vont chercher tellement au-dedans de nous. Au fond, ça dépend à quelle station de notre vie on se trouve. Le chien de Goya, par exemple, selon l'état d'esprit du moment dans lequel vous vous trouvez, soit ça va vous plonger dans des abîmes de douleur absolument incroyables de voir ce chien levant les yeux au ciel, dans un ciel vide de Dieu, désespéré, et à d'autres moments, vous allez y voir toute la beauté du monde et plein d'espérance. En tout cas, je dirais que pour moi, l'acte d'écriture n'est pas thérapeutique. Il ne me console de rien, il ne me consolera en rien. Mais si je découvre par hasard que ce que j'ai écrit a pu consoler ou aider certaines personnes, alors là, je suis heureuse. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, Charlotte? Justement, ce rapport à l'art, ce qu'on va y chercher, de la consolation, au contraire, une forme de, pas de tourment, mais chercher quelque chose qui va nous bousculer peut-être, ou nous déplacer un petit peu. Est-ce que vous attendez quelque chose, ou au contraire, c'est la surprise perpétuelle qui fait que vous continuez à lire et à relire? Je crois qu'il y a une surprise perpétuelle, et puis ça peut dépendre évidemment des rencontres, des moments dans lesquels on peut se trouver, mais après, c'est peut-être plus cette question d'être au cœur de l'inquiétude, c'est peut-être ce que je vais davantage rechercher, cette idée d'une forme de désespoir quand même. Il faut avoir le courage de l'habiter aussi, et on peut pas le faire seul. Et donc quelque part, l'art, la philosophie, la littérature, c'est une manière d'avoir le courage de désespérer en ne se sentant pas seul et très bien accompagné. Et c'est comme ça que je le vis. Et quand je dis désespéré, c'est pas pour avoir une vision noire de l'existence, mais ça reste quand même une énigme, un mystère et une grande difficulté à surmonter que de vivre. Et les artistes nous le disent sans cesse, à quel point cela nous pousse à convoquer des forces vitales et de créativité énormes pour pouvoir lutter quelque part contre ce désespoir qui nous guette tous. Voilà. Oui, ce désespoir, dans l'unique objet de mon regard, on peut dire que la narratrice s'y confronte vraiment et l'affronte. C'est un autre thème commun à vos deux livres, c'est celui de l'amour, et un amour plutôt cruel ou un amour... Je voudrais citer une phrase de Sarah Chiche, qui, à mon avis, définit bien l'amour tel qu'il est vécu et raconté dans vos livres. C'est au sujet de la relation donc entre Pierre, le père de Camille, de la narratrice, et Alexandre, donc le parrain de la narratrice, qui sont tous deux d'éminents médecins. Et vous écrivez à leur sujet: c'était presque une souffrance, elle était délicieuse, c'était donc une souffrance, c'était bien de l'amour. Voilà, donc cette équivalence entre souffrance et amour, et j'ai l'impression que c'est également présent dans l'unique objet de mon regard, Aurélie Lacroix, puisque l'histoire entre la narratrice et eux est pavée de souffrance, n'est presque que souffrance. Enfin, il y a des éclats évidemment magnifiques, mais pour la narratrice, c'est une souffrance, puisque, pour résumer encore une fois très rapidement, la femme qu'elle aime n'assume pas totalement d'aimer une femme. C'est une relation à distance, c'est une relation qui n'est pas totalement assumée, c'est une relation qui laisse la narratrice extrêmement seule, qui vit finalement avec une absence. Donc il y a cette très grande difficulté. Donc il y a ce thème de l'amour malheureux, de l'amour souffrance dans vos deux livres. Je voulais savoir si pour vous, comme Aragon, vous pensez qu'il n'y a pas d'amour heureux, en tout cas en littérature. Vaste question. En tout cas en littérature, je pense que la chose qu'il est bien
difficile de définir, c'est justement l'amour. C'est-à-dire qu'on y est tous confrontés, on n'en a pas tous les mêmes attentes. Finalement, personne ne sait comment vraiment y répondre de la même façon. C'est vrai que peut-être que les amours sont moins heureux en littérature parce qu'ils sont peut-être plus romanesques. Ou... Moi, je me suis souvent demandé si ce qu'on avait... alors, c'est François de La Rochefoucauld qui dit que si on n'avait pas lu des romans d'amour, on ne serait pas tombé amoureux. Je me suis toujours posé la question de savoir si ce qu'on avait lu ou les films qu'on avait pu voir pendant notre adolescence et aussi l'apprentissage des récits familiaux. On n'a pas tous les mêmes récits sur l'amour dans nos familles. Moi, je me suis rendu compte que finalement, j'avais toute mon enfance entendu ma grand-mère dire « Je descends l'escalier, j'ouvre la porte, il est là, c'est lui ». Et voilà, un jour, moi, j'ai pas descendu un escalier, mais j'ai ouvert une porte et oh, surprise, là, c'était elle. Mais ce que je veux dire, il y a ça. Et puis, dans mon adolescence, j'adorais les drames. Alors après, la particularité d'écrire sur une passion, c'est qu'effectivement, on joue toujours entre c'est très difficile aussi de définir une passion, mais dans sa forme extrêmement absolue. Il y a à la fois, je pense, des moments éprouvants, d'effroi, et puis des moments extrêmement solaires. Et donc, c'est cet équilibre qui fait que, aussi, je pense, on reste. Oui, il est vrai que le roman familial, ce qu'on y lit, ce qu'on n'y comprend pas, ce qu'on voit quand on est petite ou ce qu'on devine, ça forge tout de même quelque chose d'une écriture de ce qui peut, dans nos vies, peut-être l'amour. Et voilà. Et puis, oui, moi, je me souviens, à l'adolescence, j'étais biberonnée à Anna Karénine, Emma Bovary, Du bonheur pour toute la vie, n'est-ce pas? Belle du Seigneur, que j'ai d'abord adorée, et puis quand je l'ai relue plus tard, je l'ai détestée. Le temps de l'innocence, Edith Wharton, enfin de tout ça. Et donc ça vous donne une cartographie, La princesse de Clèves, plus récemment La blessure et la soif de Laurence Plasnet. Donc ça donne une cartographie de ce que devrait être le grand amour. Et forcément tragique. Forcément tragique, hein, ça finit mal, voilà, cris, chuchotements, larmes de sang et voilà. Or, on découvre que ça peut être plus complexe que ça. C'est vrai que dans mes romans, j'ai vu explorer jusqu'à présent l'amour aussi bien comme grâce et comme élévation que comme damnation. Je n'ai pas su, jusqu'à ce jour, écrire les choses autrement, peut-être à l'avenir, je ne sais pas, qui sait. Les choses autrement, ce serait un amour parfaitement simple et sans heurts et sans accidents. Est-ce que ça existe seulement? Il n'y a pas de littérature. Il n'y a pas de littérature ça peut être un défi. À ce moment-là, ou ça peut être un défi. Est-ce que ça existe seulement? Non, je ne crois pas. Est-ce que ça vous a touché, Charlotte, ce traitement de l'amour? Parce qu'on a aussi, il y a une posture un peu moderne, voire postmoderne aujourd'hui, de dire que le roman d'amour est un genre un peu éculé. Et là, justement, dans ces deux livres, et de façon très différente, j'ai l'impression qu'on a quand même affaire à un traitement très contemporain du sentiment amoureux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché quand vous avez lu chacun de ces livres? Oui, j'ai beaucoup aimé, mais en fait, la question de dire le roman d'amour c'est terminé, comment va-t-on parler d'amour aujourd'hui? Je pense que ça, c'est complètement faux. Je veux dire, c'est comme dire la mort, ça m'intéresse pas, l'amour, ça m'intéresse pas. Enfin, ça fait partie des sujets qui sont absolument inépuisables. Et que finalement, si on regarde dans l'histoire littéraire, ce regard un peu cruel, il existait déjà avant. Je veux dire, si on pense, je sais pas, on ne badine pas avec l'amour de Musset, c'est pas très... il y a énormément de grands textes littéraires qui traitent de cette question de l'aveuglement, de la difficulté à aimer, mais peut-être ce qui est différent aujourd'hui, c'est cette illusion de l'autonomie du sujet qu'on se raconte tout le temps et à toutes les sauces, où il faut être un sujet autonome, ne pas se laisser dévaster, déplacer, et qu'il faut être en pleine maîtrise de soi. Et l'événement de l'amour ou de la passion déplace complètement les êtres et ne peut pas, où il n'y a plus d'autonomie du sujet à ce moment-là. Voilà ce que j'ai beaucoup aimé dans la manière dont Sarah et Aurélie traitent de cette question de l'amour. C'est une manière aussi de résister à cette illusion, l'autonomie, tout en montrant les travers qu'on peut vivre dans la passion ou dans l'amour. Mais après, je trouve que dans les alchimies de Sarah, il y a aussi la question de l'amour-passion
avec les parents, c'est-à-dire de cette dimension passionnelle dans la filiation. Et que souvent, c'est peut-être ce qu'il y a de plus tabou, ce qu'on a du mal parfois à déceler ou à admettre. Et je trouve que c'est assez central dans les alchimies. Et ça m'a beaucoup marqué, puisqu'il y a une forme d'emprise dans ce lien d'amour entre parents et enfants, qui n'est pas une emprise, on va dire, évidente à saisir. Ça peut être dans des loyautés très profondes qui nous travaillent, des obsessions qui sont transmises d'une génération à une autre. Et j'ai trouvé ça, en tout cas, très réussi, Sarah. Oui, c'est très juste, parce que simplement pour en dire un mot et illustrer un peu ce que vous dites, Charlotte, donc Camille est la fille de Pierre et Léa, qui sont médecins tous les deux. Elle-même devient médecin, et il y a effectivement cette transmission, mais quand vous parlez d'emprise et de loyauté, et puis elle va reprendre la quête de Goya, donc, et elle a perdu ses parents très jeunes. Voilà. Donc elle est aussi dans ce deuil de ses parents, et il y a effectivement ce rapport amoureux, enfin cet amour filial est très présent et effectivement raconté, enfin tissé de façon extrêmement sensible dans les alchimies. Et c'est très juste ce que vous disiez aussi, Charlotte, sur l'illusion de l'autonomie du sujet. C'est peut-être là effectivement où ça change et où le roman d'amour change. Et c'est peut-être ce qui fait que vos personnages sont aussi dans la souffrance, c'est-à-dire que on a l'illusion de cette autonomie et tout d'un coup, en fait, il y a le retour au réel qui est que l'amour, c'est aussi une forme d'aliénation, et ce que vit très cruellement et tragiquement la narratrice dans votre livre, puisqu'elle va donc être dans cette obsession de cette femme qu'elle aime, au point que quand ça se termine, elle se retrouve face au vide, face à elle-même, et donc veut en finir et se retrouve dans une clinique psychiatrique. Et ce thème, je vais pas dire de la folie, mais d'une certaine perte de la raison. Là aussi, c'est un pont entre vos deux livres, puisque c'est très présent chez vous aussi, Sarah, notamment avec la répétition de cette phrase qu'on trouve sur un tableau de Goya: le sommeil de la raison engendre des monstres. Donc, il y a ce rapport à la raison. Là aussi, c'est peut-être quelque chose d'un peu éculé, cette opposition entre la passion et la raison. Mais en tout cas, vous l'intégrez dans vos romans de façon, je trouve, assez renouvelée. Et je me demandais, justement, on parlait de l'écriture thérapeutique, donc vous contestiez cette vertu, en tout cas pour vous, mais est-ce qu'écrire, c'est une façon de mettre à distance aussi, de dompter la folie, ce thème qui habite vos deux textes? Est-ce que vous l'avez vécu comme ça, par exemple, Aurélie, quand vous avez écrit L'unique objet de mon regard? Alors, dompter la folie, je sais pas. Alors, moi, bizarrement, c'est vrai que j'ai pas non plus vécu la chose comme quelque chose de thérapeutique. Ça s'est joué à un autre endroit. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait plus la volonté. Alors, la particularité d'une passion, c'est qu'on sait que ça va se terminer. Et du coup, on la vit en retenant à peu près tous les instants, parce que potentiellement, ils peuvent être tous les derniers. Et donc, il y avait, oui, cette volonté de retenir cette histoire et de l'enfermer quelque part et d'en faire quelque chose. Voilà, donc c'était plus, est-ce que je vais en faire quelque chose? Est-ce que... finalement, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de raconter pourquoi, ou c'était plutôt comment. Et alors effectivement, ça met une distance faite obligée. Il y avait aussi, je pense, une espèce... Alors quand une histoire d'amour s'arrête et qu'on l'a pas décidé, on a quand même tendance à penser que on a tout inventé, que potentiellement on n'a pas vu ce qu'il y avait à voir. Ça remet beaucoup de choses en question. Je crois qu'il y a peu de place finalement dans cette vie pour les chagrins, et particulièrement pour les chagrins d'amour, qui apparaîtraient peut-être comme des choses un peu illégitimes, et puis il faudrait passer vite à autre chose. Donc on est en fait comme ça tout le temps en décalage. Donc oui, il y avait vraiment cette volonté de retenir l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et donc effectivement, ça oblige à un dédoublement, surtout quand on part de matière intime. Et est-ce qu'on dompte la folie? Je sais pas, mais c'est vrai qu'on m'a souvent dit c'est une incroyable exposition, il faut beaucoup de courage. Alors moi, j'entendais exposition comme il s'agit d'art. Moi, ça me plaisait énormément. Donc je dis d'accord, c'est une incroyable exposition. Et voilà, je sais pas si c'est une exposition, mais en tout cas, je crois que finalement, il y avait une tentative d'une très très grande rétrospective, oui, de cette histoire. Et donc cette histoire qui finalement, pour toujours, pour l'éternité, est là. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites, c'est qu'à un moment, quand on est dans ce chagrin d'amour, on ne sait plus si ça a vraiment existé, on doute de son propre récit. Et votre narratrice éprouve ce sentiment-là, un peu d'égarement, et pour se convaincre que ce qu'elle a vécu est bien vrai, elle s'appuie sur les notes qu'elle a prises à l'époque, donc sur l'écrit. Donc c'est vraiment aussi l'écrit comme support de son propre récit, de sa vérité. Enfin, ce rapport à l'écrit comme était presque à sa vie, je trouve qu'on le ressent aussi en lisant L'unique objet de mon regard.
Oui, et en même temps, il y a très peu d'archives écrites, en fait. C'est aussi toute la particularité de l'histoire. Mais oui, dans une position où on doit absolument se réactiver sa propre mémoire et se convaincre, en fait, limite elle-même, que tout ça a eu lieu. Mais justement, il lui manque quand même beaucoup de traces écrites et c'est bien son problème puisque si j'avais plus de choses à relire, peut-être que je serais même d'ailleurs partie avant. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas tenu de journal, mais je pense que quand on écrit, quand il y a des notes, on a vraiment accès des années plus tard à ce qu'on ressentait à cet instant T. Et cet instant T, il est très difficile. On a beau se dire qu'on va se souvenir. Moi, je pense ma vie à me dire ça. De toute façon, je me souviendrai combien il y avait de lumière, je me souviendrai. Mais c'est quand même quand on est face à l'écrit, qu'on sait réellement ce qu'on avait dans la tête à ce moment-là. En tout cas, les mots nous ont permis à ce moment-là de retranscrire cette sensation. Cette question de la folie, d'une forme d'aliénation, elle est présente aussi dans le livre, et notamment à travers un personnage dont on n'a pas encore parlé, qui est celui de Jeanne, qui est le personnage qui va remettre Camille sur la piste du crâne de Goya. Et Jeanne, qui au départ est présentée comme complètement folle. Évidemment, c'est une femme qui a une vie, en fait, qui s'est affranchie de son milieu et du destin qui lui était écrit, tracé. Et fatalement, on la présente comme complètement folle, mais au-delà, la folie, elle est un peu partout, elle est un peu en toile de fond, elle habite chacune des phrases de ce livre. Est-ce que c'est, vous aussi, l'écriture alors je ne parle pas du tout de fonction thérapeutique là, mais c'est aussi une façon de... Ce dédoublement dont parlait Aurélie, c'est une façon de tenir à distance ces démons-là que vous domptez, en tout cas que vous mettez beaucoup en scène dans vos livres? Oh oui, c'est un démon que j'ai connu très tôt dans la vie, que j'ai pu observer, le grand théâtre des adultes, ceux qui se mettaient en scène sur le versant de l'excès et le versant de la folie. Et bon, quand on est frappé, sidéré par ça, quand on est enfant, on n'a pas les mots pour dire ces choses-là. C'est des années après que ça vient peut-être. Et puis bon, cette passion pour la complexité humaine jusque dans ses gouffres, jusque dans ses abîmes, j'en ai fait, vous l'avez dit aussi, un métier. Et puis, je voulais pas me contenter du métier parce qu'il y avait le vœu d'écriture qui comptait avant tout. Donc, j'en ai fait quelque chose. La mélancolie, ça m'a bouffé, ça m'a dévoré, ça m'a travaillé. Alors, quand j'ai pu la travailler dans mes livres, il est vrai que, c'est un matériau, c'est un travail. C'est-à-dire faire... La chose consiste à transformer ces démons en travail, à faire avec. On sait que ce sera toujours là. Bien évidemment, j'ai cette façon de mettre les choses radicalement à distance, donc c'est très, c'est très clivé, c'est au plus loin. Vous voyez, si c'est dans la boîte du livre, c'est dans le livre. Moyennant quoi, la vie permet d'être assez calme, enfin relativement. Et c'est là que s'opère un travail d'alchimie, finalement, par l'écriture. Tout à fait. Oui. Oui, c'est-à-dire c'est de transformer toute cette boue, toute cette matière noire, la passer au filtre, au tamis de l'exigence de l'écriture. Et en fait, ce qui protège énormément, je trouve, parce que je l'ai dit ailleurs, je le redis, l'écriture, moi, ça me permet d'être hérétique d'une façon acceptable, mais ce qui permet de protéger, c'est quand vous vous retranchez derrière l'exigence de trouver l'histoire la plus juste possible, la meilleure façon de la raconter, le plan, moi je suis obsédée par les plans dans mes livres, le plan le plus rigoureux possible, le squelette du texte, toutes choses qui vont vous permettre de mettre à distance la dévastation que ça a été. Une histoire d'amour qui s'est mal finie, ou alors un deuil dont on sait qu'on ne se remettra jamais. C'est une dévastation dans l'existence. Mais dans la littérature, ça peut peut-être devenir autre chose. Aurélie, est-ce que vous aussi, vous avez ce rapport presque alchimique à la littérature, écrire pour transformer, justement, peut-être pas dompter, mais transformer les démons ou la noirceur en quelque chose de plus lumineux? Oui, effectivement, il y a cette transformation. Je suis extrêmement touchée, en fait, par les propos à l'instant que vient de prononcer Sarah, parce que il y a vraiment ça, il y a cette histoire de la forme, en fait. Moi, l'obsession de ce texte, c'était, je vais être très honnête, la matière, je l'ai trouvée... je pense que j'aurais tourné très très longtemps après, j'aurais écrit des choses à peu près similaires, puis j'aurais fini par écrire de toute façon cette histoire, donc dans la radicalité absolue, allons-y. Mais je me disais, en fait, c'est juste une histoire d'amour. Donc, partir de la matière intime,
Et je remercie Charlotte qui disait au début, c'est pas forcément facile. Pour moi, ça a été un vrai challenge littéraire de partir de matière intime. Parce que comment j'allais m'en sortir? Et pour moi, ça ne pouvait passer que par la forme. Donc, il fallait trouver une forme. Et finalement, je l'avais jamais pensé comme ça, mais c'est cette forme, en fait, qui m'a protégée. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, je suis pas vraiment sensible quand les gens me disent « Ah, c'est une incroyable exposition ». Mais non, parce qu'en fait, merci, c'est exactement ça. Donc moi, il fallait que je trouve une forme qui épouse le fond, une forme comme ça très vertigineuse, qui arrive finalement à mettre la personne qui est en train de le lire à peu près dans le même état que moi j'ai pu connaître en train de vivre cette histoire d'amour. Et à partir de là, ça devient autre chose, ça devient un texte. Voilà, tout simplement. Charlotte, est-ce que vous voulez ajouter un mot avant qu'on conclue cette rencontre, puisqu'on arrive au terme de cet échange? J'avais utilisé le mot thérapeutique. C'est vrai que c'est pas du tout dans le sens de dire on n'écrit pas pour faire sa thérapie, mais il y a malgré tout une vertu thérapeutique dans le processus qui vient de surcroît et qui n'est pas nécessairement le but pour lequel on va le faire. Mais je pense que la littérature, la culture, le travail des artistes propose des espaces à la fois pour celui qui crée, pour celui qui le reçoit, qui permet de retisser à l'endroit de la blessure, à l'endroit justement où il y a un trou, où la mémoire fait défaut. Et parfois, voilà, il y a cette notion, je pense, de réparation, auquel je tiens, même si ça vient en surplus. C'est pas conscient ou intentionnel au départ, mais ça existe quand même, quoi, je veux dire. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est que souvent, quand moi on me parlait d'écriture thérapeutique, on ne sait jamais à quel endroit comment exactement la personne qui emploie ce mot le voit. Et moi, je répondais exactement ça. Je disais, je pense qu'il y avait pas forcément cette volonté, mais il y avait peut-être l'idée quand même de réparer quelque chose. En tout cas, la seule chose qui a pu m'apaiser, c'est d'en avoir fait quelque chose. Voilà, d'en avoir fait un objet littéraire. Eh bien, merci beaucoup Aurélie Lacroix, Sarah Chiche, Charlotte Casiraghi pour cette rencontre. Merci beaucoup. Elisabeth. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon. Pour découvrir les coulisses exclusives de cet événement, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Chanel. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous littéraire.